Alors, je vous invite à retourner à vos places. Et donc, on vous propose une activité qui va être collaborative avec vous. On a besoin de vous. Et Marie, qui vient de monter sur scène, là, travaille dans la société de Rennes qui s'appelle Klaxoon, qui fait partie du groupe Regard. Si vous voulez en savoir plus sur ce que fait cette activité, Marie animera un atelier cet après-midi. Et donc, vous pourrez lui poser des questions sur d'autres façons de se servir des outils que produit son entreprise. Et on s'est dit que ça pouvait être intéressant de traiter la question du nouveau formateur, puisque c'est celle-là qui va nous prendre jusqu'à 12h30, avec cet outil Klaxoon. Marie, je te passe la parole pour expliquer comment chacun d'entre vous va pouvoir se connecter à la boîte Klaxoon qui est là-bas derrière. Elle est juste derrière moi. Alors en fait, je vous propose de prendre ce que vous avez dans votre poche ou dans votre sac d'ordinateur, donc c'est-à-dire une tablette, j'en ai vu plusieurs, un crayon, si vous voulez prendre des notes, oui, pourquoi pas, un smartphone en fait, n'importe lequel, une tablette ou un ordinateur. Donc vous prenez celui des trois qui vous convient, que vous avez sous la main. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir se connecter au réseau Wi-Fi. On va l'acheter le réseau Wi-Fi Internet d'ici. On va venir chercher le réseau Wi-Fi de cette box qui est derrière moi et qui a le nom qui s'inscrit ici sur l'écran. Donc en fait, vous allez dans les paramètres de votre équipement numérique et vous allez rechercher ce réseau Wi-Fi. Il n'y a pas de code, il faut juste le sélectionner. Alors, je vois déjà qu'il y a 2 participants. Une fois que vous l'avez fait, ça va prendre un petit peu de temps suivant votre équipement. Vous allez ouvrir une page web. Super, j'en ai déjà un là. Une page web, de préférence si vous avez Chrome ou Mozilla. Internet Explorer, ça fonctionne aussi, mais je précise à partir de la version 11, qui n'est pas forcément la version que toutes nos entreprises nous installent. Donc si vous avez Chrome, Safari, bien évidemment, pour ceux qui sont sur de l'iPhone ou de l'iPad, ça fonctionne. Et vous allez du coup rentrer l'adresse qui s'inscrit en dessous, qui est box.klaxoon avec 2 o.com. Et là, vous allez arriver sur une page noire. Alors, je vous laisse faire déjà ces 2 premières étapes. 2 dernières étapes, on va vous demander votre adresse mail. Ce n'est absolument pas pour du spam, je le précise, parce qu'on me fait souvent la remarque. C'est pour que vous ayez accès au compte-rendu directement suite à la session. Donc si vous ne voulez pas mettre votre adresse mail, libre à vous, mais vous n'aurez pas le compte rendu, vous pouvez très bien mettre, je sais pas moi, toto@mail.com, c'est pas gênant, ça fonctionnera. Il faut que ce soit un format de mail. Et la dernière étape, une fois que vous aurez validé votre adresse mail, ce sera votre prénom et votre nom. Pour ceux qui sont déjà arrivés, je le vois, vous pouvez envoyer un message effectivement avec le plus et l'icône vert message. Je vous propose de passer à la première question, Marc. Oui. C'est parti. C'est moi qui donne la question ou... Ouais, vas-y. Alors, quel mot associez-vous à la notion de nouveau formateur ? Donc, sur vos écrans, vous avez une question qui est apparue, qui est un rectangle rose. Vous cliquez sur le rectangle rose et vous pouvez du coup répondre à la question. L'idée, c'est d'envoyer un mot à chaque fois. Donc, vous pouvez envoyer un mot, en envoyer un autre, etc. Et c'est le même principe que les messages. Vous pouvez liker les idées des autres. Alors, si vous mettez plusieurs mots, en fait, les mots vont être explosés les uns séparément. Donc, c'est pour ça que je vous conseille de mettre uniquement un mot pour qu'on arrive à voir un petit peu ce qui c'est magique, ressort. ça marche. C'est gros, plus ça veut Alors, dire en fait, que ça veut dire que vous êtes nombreux soit à avoir écrit facilitateur ou à avoir liké le mot facilitateur. On a ça, je vais les mettre en tous, je vais faire un filtre. Donc, effectivement, on a pas mal d'échanges. Si on regarde le top 10, je vais faire un aperçu à un moment donné. Voilà les 10 mots qui ressortent de l'ensemble de la salle sur la notion de nouveau formateur. Comment va le malade ? Alors, moi, facilitateur, accompagnateur, je trouve ça évident, quoi. Je veux dire, je pense que j'aurais mis comme vous. Donc là-dessus, je pense que tout le monde est d'accord. Alors, excuse-nous Marc, on t'a interrompu. Voilà, donc accompagnateur, facilitateur, pour moi, ou accompagné, coach, tout ça, c'est aucune surprise pour moi. Hein. C'est évident que le formateur de demain, c'est celui qui va faire la médiation pédagogique entre toutes ces grandes bases de savoir et l'apprenant. Et donc, il faudra bien quelqu'un pour l'accompagner, le flécher vers les ressources, parce qu'on se noie sur ces grands portails de formation ou d'information. Donc il faut quelqu'un qui lui flèche les ressources, quelqu'un qui
on n'en a pas parlé ce matin, mais qui le motive, qui lui garde la motivation tout au long du parcours et qui l'aide à planifier son apprentissage. C'est absolument essentiel. Et quelqu'un aussi, alors ça on l'a pas vu, mais moi je le mettrais aussi dans le rôle de l'accompagnateur quelque part, quelqu'un qui lui fait des feedbacks, quelqu'un qui lui dit si ça marche ou si ça marche pas, parce que personnellement je ne crois pas trop au système des MOOC quand ils évaluent qu'avec des quiz. Les MOOC n'évaluent pas toujours qu'avec des quiz, hein, mais quand très ils souvent évaluent les pairs par les pairs. Ou voilà, ils évaluent parfois les pairs par les pairs. Mais je parle des MOOC qui n'évaluent qu'avec des quiz. Bon, vous avez 10 questions, 5 questions à la fin. Qu'est-ce qu'on évalue ? On évalue que la personne a plus ou moins a mémorisé l'essentiel de ce qu'il fallait savoir, mais elle n'a pas compris. Je ne sais pas si elle a compris avec un quiz. Donc l'accompagnateur, c'est quand même celui, pour moi, qui fait aussi du feedback sur son comportement, du feedback sur ses performances, ses réalisations, etc. Donc moi, je suis pas surpris. J'aurais voté exactement la même chose. Ton concept, c'est la médiation pédagogique. C'est ça que tu as dit tout à l'heure. Oui. Pas de moi, mais il y en a plein d'autres. Je ne sais pas qui l'a dit en premier, mais en tous les cas, c'est pas moi. Mais c'est gentil de me l'attribuer. Mais oui, la médiation pédagogique. Moi, je crois beaucoup à cette approche qui est que nous sommes le médiateur qui permet de rapprocher l'apprenant du savoir. Hein, c'est dans le triangle pédagogique. Vous avez l'apprenant, le contenu, et il faut qu'il y ait une tierce personne qui soit là, qui fasse la médiation pour que ça marche. Pour qu'on passe de la connaissance au geste professionnel. Moi, je crois beaucoup à ça. Donc voilà, c'est notre rôle d'accompagner, de faciliter. Après, moi, il y a des trous dans la raquette. Et je vais peut-être surprendre. Alors, j'arrive pas à lire partout. Et je vais peut-être provoquer. Pour moi, le formateur est plus que jamais... Alors, pas tous les formateurs, bien entendu, mais quelques formateurs sont plus que jamais des experts. Pourquoi plus que jamais des experts ? Parce que le formateur de Laurent de ce matin au CNAM, c'est quelqu'un qui a une capacité à maîtriser parfaitement son contenu, à le formaliser et à le digitaliser. Et ça, c'est pas à donner à la portée de tout formateur. Il faut qu'il soit expert de sa technique pour être capable de la formaliser, de la digitaliser. Alors, c'est pas seulement être expert, c'est être capable de maîtriser le fond et de le dire simplement et de le dire pédagogiquement. Donc, c'est à la fois un expert et un ingénieur en pédagogie. Ça, c'est peut-être, entre guillemets, j'aime pas ce terme, mais pour l'élite des formateurs, quoi, quelque part, pour ceux qui vont digitaliser, autoproduire leurs prestations de formation. Voilà. Donc je leur rajouterai, je ne sais pas s'il y est, peut-être qu'il y est, mais j'arrive pas à là, mes yeux fatiguent. Marie, tu peux peut-être m'aider, peut-être qu'il y était déjà. J'ai regardé, je le vois pas non plus. Voilà. Donc ça peut paraître ringard de dire ça, que le formateur reste expert, mais pour certains, je pense que personnellement, je crois qu'il doit être plus que jamais expert. Oui, moi aussi, je vais peut-être faire un petit peu de provocation. En fait, je pense qu'on est tous ici dans une approche assez socio-constructiviste de l'acquisition des savoirs, et c'est pour ça que ressortent beaucoup des mots qui ne sont pas nouveaux, en fait, facilitateur, personne ressource, etc. Cependant, quitte à faire un peu de provocation, c'est pas quand même, moi, l'attitude que je constate de la part de beaucoup d'apprenants. C'est-à-dire que beaucoup d'apprenants ne sont pas là pour être accompagnés, ils sont là pour avoir juste la bonne façon de faire. Ils sont dans une demande finalement d'avoir la recette plus que d'être accompagnés dans un apprentissage qui prendrait du temps et qui serait itératif, etc. Je ne sais pas si tout le monde fait le même constat, quitte à être un peu iconoclaste, mais c'est vraiment ce que je vis en tant que formatrice aussi. Oui, et je vais rebondir juste et donner la parole à Jacques. En fait, de plus en plus, nous le vivons. Mathilde, je partage ton point de vue. On est un peu le OK Google, on est un peu le Google derrière le OK Google. Ils attendent de nous qu'on donne la réponse immédiatement, c'est-à-dire qu'on donne le poisson et qu'on leur apprenne pas à pêcher. Et c'est vrai que plus ça va, je dirais, moins on est accompagnateur quelque part. Je suis tout à fait en phase avec ce que tu dis, Mathilde. Jacques ? Oui, non, ce que je voulais dire, c'est que le fait par rapport à ta question initiale, le fait qu'on n'ait pas mis l'expert, personne n'a mis l'expert, c'est parce que dans le fond, pour nous, consciemment ou inconsciemment,
Dans le nouveau paysage qui se dessine, l'expert il est du côté des ressources. Il n'est pas du côté de l'accompagnement, il n'est pas du côté du formateur. Alors ça peut être un vrai débat parce que, bien entendu, on peut être expert et accompagnateur, c'est pas contradictoire, au contraire. Mais c'est vrai que généralement dans l'esprit, l'expert, on le voit plutôt du côté de celui qui apporte ses contenus et son expertise aux ressources. Alors, nous, dans le cabinet C-Campus, ça fait des années, donc 10 ans, qu'on fait de la formation en e-learning, notamment digital. On a produit plus de 800 modules de e-learning, donc on a un peu d'expérience dans le domaine. Et on s'est aperçu que les experts, en règle générale, donc les purs experts de contenu, ceux qui ne sont pas pédagogues, formateurs, sont quand même de piètres, de piètres donc concepteurs de produits de formation. C'est-à-dire qu'on se bat, mais tous les jours avec eux, pour leur faire comprendre que être expert, c'est pas tout dire, mais être expert, c'est dire l'essentiel. Et c'est pour ça que je ne voudrais pas que les formateurs, enfin c'est un vœu pieux, hein, mais je ne voudrais pas que les formateurs lâchent le contenu, sous prétexte qu'aujourd'hui on va être dans la médiation. Je pense qu'on a beaucoup de choses à apporter au portail d'Orange et tous les autres portails, hein, bien entendu, hein, parce que ce matin on a vu Orange. Voilà, on a beaucoup de choses à apporter au portail d'Orange, nous formateurs, et on a beaucoup de choses à apporter aussi au Twitter de Charline de ce matin, parce que nous aussi on peut produire de la connaissance, et on le produit souvent beaucoup mieux que les experts. Voilà. Donc, alors c'est peut-être prétentieux de dire ça. Hein. Une des raisons d'être de notre discussion, c'est un débat qu'on avait commencé à Poitiers, qui était où est-ce qu'on met la valeur ajoutée du formateur. Donc là, tu viens de donner une réponse. Bon, on la met partout. Hein. Enfin, oui, j'ai pas encore renouvelé mon abonnement. Ah, il y a une autre question. Et réaction. On est plutôt quand même dans une réflexion économique ce matin. Oui, alors moi, c'est pas une question, c'est plutôt une réaction. Enfin, en tout cas, moi, je me vis comme une vulgarisatrice. Voilà, je vais chercher des gens qui ont fait des recherches que moi je ne suis pas du tout capable de faire. Je lis tout un tas de trucs et puis j'en sors un schéma et puis un texte qui va finalement, j'espère en tout cas, être un outil pour les gens, voilà, qui vont pouvoir s'approprier pour en faire quelque chose dans leur réalité professionnelle. Donc moi, en tant que formatrice, je me vis comme ça. Je fais de la vulgarisation finalement. On est des passeurs de savoir. Bien. D'autres questions, réactions sur ce... Non, j'aime bien. Le formateur, c'est la Bretagne. Ça, c'était... J'assume, voilà. Et je partage, car je suis un breton d'adoption. Bien. Oui, réaction ? Anne Duiker, consultante, formatrice indépendante. Moi, j'ai une question à poser sur la question. La notion de nouveau formateur, de quoi on parle quand on parle de nouveau, parce que je trouve que les réponses, je ne vois pas ce qu'il y a de nouveau. Tout ce qui vient d'être dit, je ne vois pas ce qu'il y a de nouveau. Mais peut-être que c'est la réponse. Mais j'avais bien mis des guillemets en bien Isolde Feuillette, que certains ici peut-être connaissent, oui, a sorti un livre, alors je ne connais pas la date, mais si vous êtes connecté, vous allez vite me le dire, je pense autour des années 95, ouais, c'est ça, qui s'appelait Le Nouveau Formateur. Ça s'appelait Le Nouveau Formateur. Voilà. Donc pour vous dire, il est toujours nouveau le formateur, quoi. Il faut qu'il se renouvelle en permanence. Voilà. Moi, la question aussi me posait problème parce que Benoît Moreau, Université à Nantes. La question, c'est pour moi, le nouveau formateur, il serait un peu isolé. Alors que, par exemple, moi, je coordonne un pôle d'enseignement à distance en FLE. Automatiquement, je ne peux pas travailler seul. C'est impossible. Donc pour moi, c'est comment on devient tous ensemble innovants. Enfin, comment je travaille avec l'équipe, en fait. C'est ça. Donc c'est pour ça que c'est un peu compliqué pour moi. J'avais marqué modérateur pédagogique parce que c'est ce que je fais la plupart du temps. Mais au bout du compte, quand je fais un cours, je fais tout. Quand je didactise, je fais ça. Quand je fais de la technique, je fais ça. Enfin voilà. C'est combien j'ai de casquettes et est-ce que je peux répartir les casquettes avec les personnes avec lesquelles je travaille. C'est ça. Oui, formateur aujourd'hui, ça veut quasiment quelque part. Enfin, on heurte sur la question du nouveau, mais aussi sur le terme formateur. Je veux dire, on est tous formateurs et je suis sûr que si on lisait nos fiches de fonction, pour ceux qui en ont, on aurait des choses très différentes.
Formateur aujourd'hui, c'est le pilote d'un projet de formation, c'est le responsable pédagogique, c'est le concepteur pédagogique, c'est l'expert d'un domaine qui sait le formaliser, c'est un accompagnateur, c'est un médiateur, etc., etc. Donc effectivement, c'est l'acception très large du formateur qu'il faut prendre là. Rien de nouveau sous le soleil, quand même. Je pense que là, c'est peut-être presque quand même caricatural, parce que, oui, sur les termes, mais peut-être après, c'est les tendances. Je ne sais pas si, il y a 10 ans ou 15 ans, on insistait autant quand même, au niveau de la taille des mots, sur accompagnateur et facilitateur. On aurait dit quelqu'un qui transmet le savoir. Quand j'ai commencé ma carrière il y a 28 ans, c'était ça qu'on me disait quand même. Transmettre le savoir, je ne sais pas s'il y est, hein. On ne l'a même pas mis. Je crois. Voilà. Il y a quand même il y a des pondérations à faire. Mais je suis d'accord avec vous quand vous dites, madame, que c'est pas si nouveau que ça. Ces idées-là, elles sont très vieilles. Depuis. Voilà. Mais je pense que c'est les pondérations qui jouent. On passe à une autre question. On vous propose en fait plusieurs réponses pour finir la phrase. Le nouveau formateur est plutôt. Et vous en sélectionnez autant que vous voulez et vous validez. Oui, alors, ce qui est intéressant, c'est le autre, mais c'est un peu redondant avec la question précédente. Oui, un peu, oui. On va aller vite sur cette question-là. Donc voilà, donc on a bien la confirmation que l'accompagnateur est le plus important. Vient en deuxième le tuteur. Non, le médiateur et le tuteur. Voilà. J'espère qu'on n'a pas... Tu as été convaincant, dis donc. Ouais, j'espère que je n'ai pas été trop... Donc les formateurs qui ont un feedback comme ça de leur intervention, c'est beau, ça. J'espère que je n'ai pas été trop inducteur de la réponse. Voilà. Bon, ce qui est intéressant, c'est je dirais, parce que ça, on l'a déjà vu tout à l'heure. Est-ce que les autres qui a mis les autres et qui veut intervenir? Moi, j'ai mis autre. Pour moi, le formateur, c'est avant tout une personne polyvalente aujourd'hui et une personne connectée. Donc, je ne l'ai pas retrouvé dans la liste. Mais voilà, avant tout, pour moi, le formateur d'aujourd'hui, enfin, le nouveau formateur, il est polyvalent. Ce que vous disiez tout à l'heure, hein, c'est-à-dire que si on regarde les fiches de poste, il y a autant de définitions que d'entreprises. Et puis, par ailleurs, il doit être connecté. Enfin, aujourd'hui, un formateur qui n'est pas connecté ne peut plus exercer, à mon sens. Alors oui, il est surtout connecté pour lui, moi je dirais. Hein. Pour lui, pour développer son expertise, et avec les participants. Ouais. Oui, alors madame, monsieur, il y a deux personnes qui veulent intervenir en haut, Jacques. Voilà, juste devant monsieur, il y a... Je crois madame voudrait intervenir aussi ou pas? Allez, Jean. Ah, c'est Jean, premier. Oui, j'ai pas mis autre, mais je pense que facilitateur me semble important. Hein, facilitateur pour développer un environnement capacitant, facilitant à l'apprenant. Et donc faciliter, ça passe effectivement, je pense, de plus en plus par la maîtrise d'une certaine culture et d'une pratique numérique. Alors c'est la question d'après, hein. Qu'est-ce qu'il doit maîtriser? Mais c'est pas grave, Jean. On dirait qu'on a préparé ensemble. Monsieur au fond, en haut. Autre registre, moi je dirais qu'un formateur, c'est quelqu'un aussi qui est charismatique, qui donne envie. Il y a, une, on a envie de le suivre, et donc du coup il instaure un climat de confiance. Et ça c'est parce que bon, on peut être aussi un accompagnateur, mais on ne croit pas au guide qui nous guide. Par contre, si vraiment il me porte, il me transporte, oui, j'ai envie d'autant plus de le suivre. Alors c'est intéressant, le côté charismatique, le guide, vous savez que c'est l'étymologie du mot pédagogue, hein, d'ailleurs, c'est celui qui accompagnait le fils du maître au professeur, hein, le pédagogue. Donc, ok, mais est-ce que vous n'avez pas peur, dans ces cas-là, et là je ne vais pas être forcément d'accord avec vous, de créer un climat, une relation de dépendance avec vos stagiaires, et qui a beaucoup existé, hein, dans le passé. Voilà, le maître-disciple. Et quand on était dans les groupes de 12, alors il y en a qui appelaient ça, l'expression n'est pas de moi, le formateur ABBA. Vous savez, du groupe de chanteurs ABBA. C'est-à-dire le formateur qui fait ses petites claquettes et tout. Ces formateurs un peu affectifs, quoi, si vous voulez. Et moi, je trouve... Alors, je provoque en allant à l'opposé. Hein, je suis d'accord qu'il faut un certain charisme, hein, pour être formateur.
Mais le charisme annexé, pour moi, c'est le risque de la dépendance. Et c'est ce qui est très intéressant dans les réseaux sociaux, dans les nouveaux outils, c'est qu'on remet le stagiaire dans une relation plus d'égalité, j'ai l'impression, avec le formateur. Et c'est pour ça que moi j'emploie souvent le terme de co-appronaute, c'est-à-dire que les apprenants ils apprennent entre eux et ils sont appronautes, c'est-à-dire c'est un jeu de mots une contraction entre apprenant et internaute. Voyez. Et je pense que ça nous permet de rentrer dans une posture, dans une relation davantage d'égalité. Et je trouve ça plutôt positif. Donc je suis d'accord avec vous qu'il faut un peu d'enthousiasme. Je dis toujours à mes formateurs qu'il faut avoir de l'enthousiasme et vendre, je dirais, sa passion pour ce métier, mais en même temps, il ne faut pas tomber dans la dépendance comme ça a pu être le cas avant dans les groupes de 12. Quoi. Marie-Pierre Staub de l'IRFA. Je ne l'ai pas mis non plus dans autre, mais il y a quand même pédagogue, cela va de soi. Et puis il y a aussi expérimenter, tester des nouvelles pédagogies, des nouvelles approches, qui sont nouvelles ou pas d'ailleurs, qui peuvent s'inspirer d'anciennes et qui sont encore innovantes. Très bien. Donc également l'expérimentation, l'innovation. Réaction en haut, puis après on va passer aux compétences du formateur. C'est tout en haut à droite, juste un peu en dessous de la caméra. David Loger du CFAI. J'ai une question par rapport justement à ce nouveau formateur, parce qu'on parle du nouveau formateur accompagnateur, mais il me paraît important aussi d'accompagner justement les formateurs à devenir ce nouveau formateur, l'accompagnement, la professionnalisation, parce que quelquefois on leur demande aussi un changement de posture qui peut aussi questionner leur identité professionnelle, et ce n'est pas toujours évident pour les formateurs de réussir justement à intégrer un petit peu les nouvelles facettes de leur activité. Chez C-Campus, un des slogans, c'est de dire que les formateurs ne doivent pas être les plus mal formés. Donc, un peu comme les cordonniers. Donc, il faut, je crois, amener les formateurs à vivre ces expériences de formation multimodale. Et je crois qu'on ne peut plus former les formateurs en présentiel, quoi. C'est plus possible aujourd'hui. Seulement, voilà. Oui, bien sûr, dans le multimodal, il y a le présentiel, hein, Jacques, hein, bien entendu. Et si vous voulez aller vers des formateurs, on touche un peu la question d'après, sur la compétence, si vous voulez aller vers des formateurs du 3e millénaire, quoi, il faut absolument passer par des parcours de professionnalisation multimodaux et qui vivent cette expérience avant de la faire vivre à leurs apprenants. Oui, moi je reviens une seconde sur les 10% là qu'ont fait les experts suite à la discussion de tout à l'heure. Et malgré la discussion de tout à l'heure, ils font que 10%. Je me demande s'il n'y a pas, là je provoque un peu, dans le fond, l'écrasante majorité de ce à quoi on forme les formateurs ne demande pas une énorme expertise. Et que lorsqu'on est dans des domaines où on demande une énorme expertise, et je pense aux premiers MOOC sortis des grandes universités américaines, qui sont les meilleures universités du monde, et les professeurs qui ont fait ces premiers MOOC, qui sont du point de vue de la FOAD tristes à mourir, n'étaient intéressants que par leur auteur, qui, communiquant des choses inconnues, et s'adressant à un public de très haut niveau lui-même, il n'avait pas besoin d'être très pédagogue. Le contenu en lui-même des résultats de leur recherche s'adressant à un public de très haut niveau, ça suffit de les faire communiquer, et à la limite ils auraient pu lire le bouquin d'ailleurs. Et je me demande s'il n'y a pas une espèce de relation inverse, dans le fond, plus on est expert, moins on a besoin d'être pédagogue. J'exagère un peu, mais à la limite, je sais pas, un prix Nobel qui communique ses... À d'autres prix Nobel à des futurs prix Nobel,
Futur prix Nobel. Ils n'ont pas besoin d'être pédagogues. Ils n'ont pas besoin d'être très pédagogues. Ils se comprennent vite entre eux. Voilà. Je pense que c'est plus difficile aujourd'hui d'être, on le verra cet après-midi, je partage totalement ton point de vue, Jacques, plus difficile aujourd'hui d'être formateur, par exemple, en APP, hein, Jean nous présentera la question, que de former comme ça peut nous arriver, des cadres supérieurs d'entreprise au management, etc. Parce que c'est vrai que on est obligé de se reposer les bonnes questions sur comment l'apprenant procède pour arriver à comprendre. Et quand on fait un cours, je dirais, sur le marketing à des cadres supérieurs d'une grande entreprise, les gens comprennent, ils ont l'habitude de comprendre et ça va très vite. Ce qu'ils veulent, c'est de l'information. Et c'est en cela qu'ils nous demandent vite la réponse, quoi. Et on n'a pas ce processus de pédagogie à faire. Je crois qu'on doit être beaucoup plus pédagogue avec des gens qui sont moins experts. On passe à la question suivante. La question suivante, c'est plutôt les compétences du formateur, du nouveau formateur. Maîtriser le numérique, créer des ressources, maîtriser Internet, utiliser les réseaux sociaux, maîtriser les logiciels pédagogiques, autres. Alors là, il y a plein de autres. On va voir plein de questions, plein de réactions. On va commencer par les premiers. Donc, 23% maîtriser le numérique. Bon, bah, vous le maîtrisez tous. Hein. Vous voyez, vous arrivez à répondre à des questions sur Klaxon. Moi, je peux provoquer, là. Hein. Est-ce que maîtriser le numérique, ça va jusqu'à être capable de coder, par exemple, hein? Ah, voilà, c'est le sens du terme maîtriser le numérique. Voilà. Il est là, monsieur Simplon? C'est peut-être un peu large comme question, hein. Enfin, comme réponse. Quand tu entends les gens, il y a un débat actuellement quand même dans l'éducation en général, où est-ce que l'apprentissage du code fait partie de la culture générale? Donc ça se pose peut-être pas pour nous, mais pour les prochaines générations, c'est quelque chose. Et pour avoir fait un peu de code, j'aurais plutôt tendance à dire oui quand même. Hein. Qu'il faut maîtriser du code. En avoir fait. On peut faire un sondage là. Ah ouais. Pour avoir vécu la transformation numérique là. Personnellement, puisque je touchais pas trop à Internet et tout ça il y a 17 ans, et puis qu'il y a 3-4 ans, je me suis mis aux réseaux sociaux et tout le tralala, et au blog et à tout ça. Je pense qu'on ne peut pas faire l'économie de ne pas comprendre comment fonctionnent ces outils et savoir passer dans le back-office de ces outils. Je ne sais pas s'il faut savoir coder, personnellement je ne le sais pas, j'arrive tant bien que mal à me débrouiller, mais je pense que maîtriser ces outils, le back-office de ces outils, pas le front-office, hein. Arriver par exemple à utiliser WordPress de façon assez aisée, ça ne veut pas dire forcément coder, hein, mais voilà, WordPress étant l'outil principal de blog, mais il y en a d'autres, hein. Je pense que c'est un minimum, quoi. Ça, c'est pas codé. Oui, je suis d'accord. Non, c'est pour ça que moi j'ai dit, Oui, voilà. Oui, mais moi je me suis permis, comme bon formateur, de la détourner, la question. Donc je disais, je suis d'accord avec... Moi j'aurais voté non aussi. Par contre, je pense qu'il y a un niveau intermédiaire entre juste savoir faire une recherche de base sur Google, savoir tweeter et savoir faire ça, et savoir quand même avoir une vraie familiarité avec tous ces outils. Voilà, je crois qu'on va être obligé à terme d'avoir une vraie familiarité avec tous ces outils. Bonjour, Pierre Radlevic. En fait, en parallèle de ça, je voulais parler d'une école, par exemple, qui existe aujourd'hui pour les jeunes, qui s'appelle Magic Makers, et qui permet aux jeunes, et aux un peu moins jeunes d'ailleurs, d'expérimenter de la technologie. Donc ça ne va pas forcément être apprendre à coder, ça va être utiliser de la robotique, utiliser après des applications. On peut même utiliser Minecraft pour apprendre à coder du Minecraft. Et moi, j'ai mes enfants qui sont là-bas. Et ce que je vois, c'est que leur intérêt, c'est pas forcément d'apprendre le code, mais les usages qu'ils en font. Et qu'à terme, quand ils sont intéressés pour atteindre des usages, ils vont apprendre du code. Donc c'est voilà. Oui, forcément, à mon avis, il y a une nécessité de comprendre comment les outils fonctionnent et vers quoi on peut aller. Et ça passe pas forcément par apprendre du code pur, mais par avoir envie de l'apprendre pour faire ce qu'on veut atteindre. Voilà. Vous le dites mieux que moi, mais... Voilà. Et Magic Makers, voilà, c'est une école qui permet de faire ça. Magic Makers. Ouais, et qui est très, très, très moderne. On fait de la pub ce matin. Hein. Oui, alors, on revient sur notre
Sur la réponse précédente, Marie, c'est possible? Donc 23% maîtrisé, 19% créateur de ressources, donc on reste encore là quelque part un peu dans l'expertise de tout à l'heure. 17% bon, maîtriser Internet. Là aussi, maîtriser Internet, ça ne veut pas dire grand-chose. Je pense que vous avez tous été un peu embêtés pour répondre. 15% utiliser les réseaux sociaux et 13% maîtriser les logiciels pédagogiques. Par logiciel pédagogique, on entendait des logiciels... Alors, il y a la Klaxoon, par exemple, c'en est un, mais aussi toute Adobe, on a parlé tout à l'heure, Adobe Connect, Adobe Presenter, enfin, tous les outils qui nous permettent de faire Articulate, bien entendu, Storyline, tous les outils qui nous permettent de faire du e-learning. Et puis, quelque chose qu'on n'a pas mis là, mais peut-être maîtriser iMovie ou tous les logiciels qui nous permettent quand même de faire de la vidéo. Il y en a plein d'autres. Parce que maîtriser le numérique, ça englobe d'autres éléments de réponse. Maîtriser Internet, utiliser les réseaux sociaux. Alors moi, je ne parle pas des réseaux sociaux, mais les réseaux sociaux, c'est mes voisins, mes amis, ma famille, mes collègues. Je parle de réseaux sociaux numériques. Parce que pour moi, il y a deux logiques différentes entre les réseaux sociaux humains et les réseaux sociaux numériques dans lesquels on interagit via un ordinateur ou une tablette. Donc ce n'est pas les mêmes enjeux. Et puis après, je rends la parole en disant autre. Alors autre. Maîtriser la relation humaine. Ah ça, c'est pas nouveau, mais c'est essentiel. Oui. Autre. Quoi comme autre? Scénariser. Comment on l'a vu? Aujourd'hui, par rapport à tout Dominique Gros, concepteur pédagogique, si aujourd'hui, dans la conception d'un dispositif multimodal, avec tout ce qu'on a évoqué ce matin, la compétence de base qui est de scénariser un dispositif, scénariser un parcours, décliner des objectifs pédagogiques, des objectifs opérationnels, ne fait pas partie des compétences de base, l'entrée dans la nouvelle formation est ratée. Donc je pense que c'est la compétence, pour moi, fondamentale. Merci de le dire. Alors, scénariser à deux niveaux, pour moi, c'est scénariser des parcours et puis scénariser des itinéraires individuels de formation. C'est à deux niveaux. Parcours pour l'ensemble d'apprenants et des itinéraires à chaque fois personnalisés. Tout à fait. Oui, bonjour, Franck Sanz, AFPA. J'ai répondu autre parce qu'il me semble qu'il y a deux compétences supplémentaires. La première, c'est un peu d'ingénierie financière, parce qu'on a vu ce matin que le financement d'un parcours de formation devient de plus en plus complexe. On a parlé du CPF ce matin. Donc peut-être une sensibilisation, moins une connaissance des différentes possibilités de montage financier. Et la deuxième compétence, c'est l'aspect un peu juridique, c'est finalement par rapport... Il faut quand même voir que ce nouveau formateur, en fait, il n'est pas... c'est pas Zorro, donc il ne sait pas tout faire, et qu'il y a plutôt, on va vers une spécialisation des métiers. Donc moi, je ne vois pas ça, là, dans ce qui est proposé. Et en fait, ce qui se passe dans la réalité, c'est vraiment ça. C'est que le formateur couteau suisse qui faisait tout, ça existe peut-être encore dans certains endroits, mais de plus en plus, on spécialise les gens dans les activités de formation. Et donc, on se trouve avec des personnes qui ont des activités plus sur l'ingénierie de formation, d'autres sur l'animation de la formation qui a été créée, d'autres sur de la création de ressources parce qu'ils sont auteurs et experts. Et dans la réalité, on a de plus en plus de spécialisation. Donc, en fait, j'allais dire, le nouveau formateur, ça dépend du poste qu'il va avoir dans la réalité. Voilà. Alors là, si vous permettez, moi j'aurais un point de vue assez différent. Je suis d'accord sur la réalité en ce moment. Comme on a une transformation, je dirais, technologique du métier, les organismes de formation et les entreprises ont tendance à le tailoriser pour aller plus vite. Donc on va créer des concepteurs e-learning, des concepteurs présentiels, des pilotes d'ingénierie multimodale, etc., des animateurs, etc. On va même avoir d'un côté les animateurs formation, présentiel, et de l'autre côté, parfois, que des animateurs classe virtuelle, aujourd'hui, vous avez, dans certaines organisations. Et ça, je pense que c'est la réalité, comme vous dites, madame. Par contre, je pense que les décideurs qui font ça se trompent lourdement. Pourquoi ? Parce que, à terme, la technologie, je pense, deviendra de plus en plus facile. Et ce qui sera intéressant, c'est, comme on l'a vu, c'est d'accompagner l'apprenant. Et pour accompagner l'apprenant,
on aura besoin de gens qui sont capables de faire un peu tout ça. Et surspécialiser dans les organisations sur des métiers très pointus, ça vous crée des problèmes d'interfaçage qui sont dramatiques. Par exemple, un problème d'interfaçage dramatique, c'est l'animateur qui ne connaît pas la plateforme de formation qui a été conçue par d'autres formateurs. Eh bien, c'est dramatique parce que le formateur en présentiel ou en formation individuelle ne va pas vendre à l'apprenant le contenu et ne va pas flécher les formations qui sont intéressantes pour lui en complément. Et donc, vous avez des équipes qui qui s'opposent presque. Et l'apprenant, lui, il est unique et il est perdu. Qui j'écoute? Mon animateur présentiel ou ma plateforme? Qui a raison? Vous voyez? Et je pense que d'avoir des métiers où vous êtes à la fois et producteur de contenu, comme on l'a vu tout à l'heure avec Laurent au CNAM, et à la fois facilitateur, animateur, accompagnateur, je pense que tout ça, ça crée de la cohérence pour les apprenants. Donc je pense qu'à terme, c'est pas forcément la meilleure voie. Je pense qu'on a tous un effort à devenir des hommes orchestres et plus que des super violonistes. Même si la production de ressources, en général, c'est un travail d'équipe. Hein. C'est rare qu'on y aille tout seul. Oui, c'est rare qu'on y aille toute seule, mais il y a des organisations où vous avez un labo, il y a une personne ou deux personnes qui fait les vidéos. Je ne vous citerai pas de nom, mais j'en ai plein dans la tête. Et puis les formateurs, ils font de la formation. Malheureusement, c'est ce que dit madame. Et je pense que là, ils font fausse route. Même si pour quelques années, peut-être encore, il y a de la techno et c'est vrai, il y a de l'expertise qui n'est pas facile. Madame, réagissez. Hein, oui. Oui, parce que malheureusement, ce que dit madame, ce qu'elle dit, c'est pas ce qu'elle. C'est pas ce qu'elle veut. Non, c'est un constat. Ah, voilà. Je veux dire, vous pouvez avoir un avis dessus, le regretter et trouver que ce serait mieux autrement. La réalité, elle est comme ça dans beaucoup d'organisations. Et c'est pas parce que les métiers se spécialisent qu'il n'y a pas de coordination entre ces métiers à trouver. Et à chaque fois qu'on a une introduction comme ça de technologie, ça perturbe les métiers qui existaient précédemment. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des réorganisations qui permettront de nouveau fluidifier l'activité. Et effectivement, si les différents intervenants ne se parlent pas, ça veut dire que l'apprenant n'est pas forcément au cœur de tout ce qu'il devrait, comme il devrait l'être. Mais dans la réalité, on peut très bien faire en sorte que les travails n'est plus seul, mais justement c'est un travail en équipe, et l'équipe de formateurs du coup, et pas seulement avec des formateurs qui sont spécialisés plus ou moins sur des métiers. Donc voilà, le formateur il était tout seul, et Jacques disait tout à l'heure, un intervenant qui fait un exposé à d'autres intervenants, à d'autres personnes qui sont du même niveau, du même intérêt et qui vont comprendre très rapidement de quoi on parle. Il n'y a pas forcément besoin de mettre beaucoup de pédagogie derrière. Et c'est vrai. Et quand on travaille comme ça en équipe, ça veut dire que derrière, on met beaucoup de pédagogie et qu'il y a eu quelqu'un qui a pensé la scénarisation pédagogique. C'est aussi un formateur. Et le formateur, il ne va pas pouvoir penser toutes les scénarisations pédagogiques de toutes les formations. Donc, c'est un travail en équipe qui était avant solitaire et qui devient plus en équipe avec des gens plus spécialisés. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Moi, je ne porte pas là de jugement de valeur. Je dis que c'est la réalité. Voilà. Très bien. Donc, Mathilde, voulait réagir? Oui. Oui, alors tout à fait d'accord sur le travail en équipe. Moi, l'expérience que j'ai, par exemple, par rapport à Segos, qui est une grosse machine industrielle, on va dire, de la formation, c'est qu'il y a quelques années, la production de modules e-learning, c'était justement entièrement confié à des spécialistes. On avait une plateforme quasiment industrielle au Portugal qui concevait des modules, etc. Et maintenant, ce que je vois aujourd'hui, c'est qu'on a tellement d'outils gratuits, très faciles d'appropriation, qu'on peut trouver chacun d'entre nous sur Internet, que finalement, chacun peut devenir le concepteur de vidéos en ligne, de modules, de quiz en ligne, etc. Et finalement, je trouve que du coup, le formateur se réapproprie
certaines parties de conception dont il avait été dépossédé il y a quelques années. Et je fais le même constat que Mathilde. Et moi, juste pour l'histoire, quand j'ai débuté, il n'y avait pas encore le PowerPoint. Et puis après, il y a eu le PowerPoint. Et d'abord, le PowerPoint, c'était fait par des gens qui maîtrisaient le PowerPoint et qui n'étaient pas le formateur. Et moi, le formateur, je ne faisais pas mes PowerPoint. Et puis après, les gens qui étaient spécialisés ont disparu et je fais mes PowerPoint et tous les formateurs font leur PowerPoint. Je suis assez d'accord avec Sylvaine. Et comme elle, je ne suis pas spécialement pour cette évolution, mais je la vois quand même venir. Tout à l'heure, Monsieur Ablin d'Orange nous a évoqué le portail espagnol qu'a monté Orange. J'ai eu la chance d'avoir une description assez précise de ce dispositif. C'est une fantastique base de ressources pédagogiques enrichi par des étudiants et des enseignants partout dans le monde, qui va d'ailleurs bientôt être traduite en français. Fun est aussi en train de préparer quelque chose du même ordre. Donc, d'une part, il y a des nouveaux métiers qui se créent autour du travail sur ces énormes bases de ressources. Ensuite, il y aura forcément une tendance à demander aux formateurs un travail appauvri, qui peut d'ailleurs peut aussi aller avec un appauvrissement du côté salarial, parce que c'est moins qualifié, qui est d'accompagner, c'est le mot qu'on a utilisé majoritairement, d'accompagner ces belles ressources qui auront été classées, validées, etc., par des équipes compétentes, et de leur dire, voilà, vous accompagnez ça. C'est une évolution possible. C'est un risque, une évolution possible. En tout cas, pour des formations un peu tout public. Mais c'est pas vers ça qu'il faudrait aller. Mais on est d'accord, Jacques, c'est pas vers ça que j'ai envie qu'on y aille. Oui, votre réaction ? Oui, juste un petit retour sur une expérience qu'on a vécue maintenant depuis une quinzaine d'années. On a formé plus de 150 formateurs à la conception de ressources pédagogiques notamment. Au départ, ils voulaient tous être formés aux outils qu'on pouvait utiliser pour construire des ressources. Ils voulaient pouvoir maîtriser en fait la chaîne de production de ressources. On les a donc formés sur ces outils. Notre idée à nous, c'était que ce serait plus facile de leur faire adopter des projets de formation à distance s'ils participaient à la conception, notamment des ressources. Très rapidement, au bout d'un an et demi ou deux, il ne restait quasiment plus que 10% des formateurs qui voulaient maîtriser la totalité de la création des ressources. Les 90% des autres nous ont dit c'est pas notre métier, c'est trop compliqué. On veut se contenter d'écrire le scénario pédagogique de la ressource. Et ça fait maintenant plus de 12 ans qu'on fonctionne sur ce modèle-là. Il y en a toujours quelques-uns qui maîtrisent les outils, mais la grande majorité se satisfont de ce système-là. Ils apportent leur savoir-faire pédagogique sur le scénario qu'ils écrivent, et ça fonctionne plutôt bien. Oui, parce que l'outil aujourd'hui, que ce soit Storyline, Adobe Presenter, reste, ou les outils de capture vidéo, restent encore très sophistiqués à utiliser. Mais c'est pas sûr que dans le futur, ça soit la même chose. On aura peut-être des outils demain qui seront aussi conviviaux, entre guillemets, que, sans faire de la publicité pour Microsoft, que PowerPoint. Bien. Ce qui est intéressant, de toute façon, c'est l'échange, c'est le débat. On le voit bien. Qu'est-ce qui nous a mis attention à la surcharge mentale là ? Qu'est-ce que tu as fait ça ? Marie, tu as le droit de dénoncer. C'est nominatif, en fait. C'est Franck. En tous les cas, il a dit Franck H. Il se reconnaîtra. Bien, on passe à la question suivante, parce que je ne sais pas combien de temps il nous reste, Jacques. Ah, ça va, alors on a le temps. Donc, le nouveau formateur, quelle est sa valeur ajoutée, c'est ça ? La question, si c'est effectivement autour de la valeur ajoutée du formateur, je vais un petit peu donner du contexte. On est sur une approche plutôt économique ce matin. Donc, rappelons-nous des slogans des années 2000, mythe et réalité. Remplacer les écrans par des formateurs, ça vous coûtera moins cher et ça marchera mieux. C'était un slogan qui se disait très 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 fort. Bon, j'ai dit l'inverse, d'accord. Remplace. Les écrans étaient très chers, oui. Et aujourd'hui, il faut peut-être réagir à ça. Donc c'était un peu ça le sens de la question. Oui, donc là tu veux qu'on en parle du point de vue économique, quoi. Je pense qu'hier, on a dit quelque chose que j'étais pas là hier. Le marketing se défend très très bien avec ces outils. Je suis pas sûr que les pédagogues se défendent très très bien avec la pédagogie. Ouais.
Et en plus, ce sont des piètres financiers en règle générale. Ce que l'on voit en tous les cas, c'est que le prix du marché du formateur, entre guillemets, j'aime pas du tout ce terme, vous voyez ce que je veux dire, mais je rejoins Jacques qui l'a dit tout à l'heure, et a une tendance baissière très très forte aujourd'hui. Quand on voit ce qui se passe entre le SIGFI, par exemple, et le SIGFI, c'est les consultants formateurs indépendants, et la Fédération de la formation professionnelle, par exemple, où les consultants formateurs indépendants ont vu leur tarif d'indépendants baisser de façon forte ces derniers mois. On voit que de toute façon le marché n'est pas à la hausse, loin de là. Et le grand risque, ça serait de confiner nos formateurs à être des simples accompagnateurs, et ils pourraient se connecter sur des plateformes et vendre leurs prestations, quoi. L'ubérisation de la formation, on peut y aller très très vite. Voilà, donc c'est pour ça aussi que dans le débat tout à l'heure, moi je prône un formateur multicasquette pour qu'il, quelque part, il garde sa valeur ajoutée et il défende son tarif, il défende sa création de valeur. Parce qu'on a un vrai risque à se faire tayloriser de voir notre création de valeur considérablement abaisser, quoi. Jean-Luc, je te passe la parole après. On va vous aider à meubler pendant que... Ah non, c'était pas... Merci, vous aviez l'impression que je meublais. Non, je veux dire que je partage votre avis sur le risque de la taylorisation, et ça me... je reviens aux questions précédentes sur les rôles, en fait. Quels étaient les nouveaux métiers du nouveau formateur, ou les métiers du nouveau formateur. Et en fait, quelque part, il y a une question aussi de qui décide. Et personnellement, j'avais répondu rénovateur, parce que je considère que c'est aux formateurs de s'emparer de ces changements-là. Si ils subissent des décisions qui, comme on le dit, sur des nouvelles organisations, sont décidées en dehors de leur action, s'ils ne participent pas effectivement à l'élaboration de cette nouvelle stratégie, ils risquent effectivement de se trouver dans les situations que vous évoquez, alors que c'est à eux aujourd'hui d'être impliqués et d'être impliqués dans l'élaboration de ces stratégies, dans l'élaboration de ces nouveaux métiers, bien évidemment pour les mettre en application derrière. Oui, c'est à nous de nous défendre. Enfin, moi, je me mets dedans, tout à fait. C'est à nous de nous défendre. Alors moi, j'ai une grosse crainte au niveau du marché de la formation. C'est ce qui va se passer très prochainement. Je trouve que plus personne n'en parle parce qu'on a un an pour y réfléchir. C'est le décret du 30 juin 2015 qui sera mis en œuvre le 1er janvier 2017. Tout le monde le connaît, ce décret, je ne sais pas. J'ai juste le... Oui, alors certains le connaissent par cœur et d'autres ne le connaissent pas. Donc, qu'est-ce qu'il dit, ce décret ? Il dit que pour être cofinancé par un OPCA ou Pôle emploi, enfin par un financeur de la formation, l'organisme prestataire de formation devra être de qualité. Et pour être de qualité, vous aurez deux manières pour l'être. Soit vous aurez un label qui aura défini votre qualité, et les labels, a priori, vont être définis par le CNEFOP, et a priori, il devrait y avoir à l'intérieur de la liste l'OPQF, NF Formation et ISO, et il y en aura d'autres, probablement. Pardon ? Ça, je ne sais pas. Je crois qu'il y a du monde du CNEFOP, non, dans la salle. Ouais. Oui, Jacques, oui, bien sûr. Oui, c'est-à-dire... Peut-être la pape. Normalement, on se bat pour que la liste sorte vite, oui, mais elle ne sortira certainement pas avant fin juin. Donc on n'aura plus que 6 mois pour choisir notre labellisateur. Voilà. Ce qui est très très court, parce que pour vous dire, nous avons... Pardon ? Pourquoi juin, Dijon ? Parce que l'ouverture de l'appel à candidature des certificateurs se fera début janvier, et que on va travailler plusieurs mois. Le CNEFOP va travailler plusieurs mois pour décider, pour retenir ce qu'il retient et ce qu'il ne retient pas. Donc ça sera la première façon d'être de qualité, entre guillemets, bien entendu. Et l'autre façon d'être de qualité, ça sera de respecter les critères des organismes financeurs qui pourront eux-mêmes définir donc des critères de qualité. Donc les OPCA vont définir leurs critères. Peut-être,
il semblerait qu'ils aimeraient aller tous ensemble sur des critères communs, mais c'est pas gagné, ce qui veut dire que ça nous fait 20 labels différents, quoi, hein, quand vous êtes multi-secteur. Pôle emploi, les régions auront certainement leurs critères, FONGECIF, etc. Donc ça va nous transformer le marché de la formation en profondeur. Pourquoi ? Parce que ça va être une barrière à l'entrée. Aujourd'hui, on dit qu'il y a 60 000 organismes de formation. J'ai entendu de la DGEFP en off, quand on était peut-être à 90 000. Alors là, je ne sais pas où on les trouve quand même, les 90 000. Mais je peux te dire. C'est les déclarations d'existence. D'accord. Oui, mais et la différence entre les deux, c'est ceux qui renvoient un bilan pédagogique à la fin de l'année. 60 000 ceux qui se déclarent et ceux qui envoient un bilan pédagogique, il y a une chute de 30 000 ou 40 000. D'accord. Donc on va garder celui de 60 000 parce que les autres, il faut que se déclarer, ils ne pratiquent pas en fait. Hein. Donc on est d'accord, 60 000. En Allemagne, on dit qu'il y a 6 000 organismes certifiés qui donc peuvent avoir des financements quelque part. Donc vous voyez la proportion, hein, le risque. L'Allemagne étant plus grande que nous. Donc voilà. Et qu'est-ce qu'on va avoir ? On va avoir des OPCA, on va avoir des financeurs qui vont passer d'un rôle de financeur à des rôles d'acheteurs. Parce qu'ils vont pouvoir, via les actions mutualisées, les actions mutualisées, c'est quoi ? Ils passent des appels d'offres, on y répond, et ils sélectionnent les meilleurs. Et donc, soit vous serez dans les listes de formation, soit vous n'y serez pas. Et bien entendu, quand Carrefour, Auchan... Les OPCA ne vont pas pouvoir, ils vont devoir. Oui, merci de oui, je suis d'accord avec toi. Merci de la précision. Ils vont devoir pour apporter une valeur ajoutée aussi à leurs adhérents, parce qu'ils ont besoin d'avoir, bien entendu, les financements des entreprises. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? C'est quand vous avez Carrefour ou Auchan qui achètent à la PME du coin, à l'agriculteur du coin, on le sait très bien, ça a une tendance à baisser les prix. Moi, personnellement, je ne vois pas pourquoi on ne serait pas dans le même travers ou dans la même conséquence dans le monde de la formation. Si à cela, vous rajoutez la digitalisation, vous rajoutez la taylorisation, qui était le propos tout à l'heure, vous voyez les massacres que ça pourrait faire. Donc, moi, je ne veux pas être pessimiste, je suis optimiste. Et je pense que notre façon de s'en sortir pour nous, formateurs, c'est de remonter dans la création de valeur et ne pas se faire mettre dans un corner de simples accompagnateurs, de simples médiateurs. J'ai dit tout à l'heure qu'on devait être médiateur, mais pas que ça. Voilà. Si on veut s'en sortir, il faut aussi qu'on remonte dans la création de valeur, qu'on soit dans la scénarisation, comme ça a été dit, qu'on soit dans la pédagogie et qu'on apporte de la création de valeur, parce que sinon, on ne sera attaqué que sur les prix, que sur les prix, que sur les prix. Voilà. Enfin, bon, c'est un point de vue, on peut échanger. C'est pas pour combler loin de là, mais peut-être ça remarche ou pas ? Ah, bon, oui, attends, moi je voulais ajouter quelque chose parce que je suis à la Fédération de la formation professionnelle et on regarde beaucoup ces questions de rémunération. En réalité, il y a une scission de plus en plus forte sous la catégorie formateur entre ceux qui ne font que du face-à-face pédagogique et ceux qui font de l'ingénierie de formation avec gestion de projet, réponse à des appels d'offres, intégration, bien sûr, de la FOAD dans leurs réponses. Et ceux-là, on les cherche. Et ils sont bien payés. Les bons candidats manquent. Presque tous les grands organismes de formation, en tout cas, sont en recherche. Il y a une montée en gamme, quelque part. Mais il y a un écart qui se creuse au sein de la famille formateur. Madame, vous voulez intervenir, oui. Et après, on repose la question parce que... Oui, c'est un ranking, il faut que tu expliques. Oui, juste en complément, donc je suis adhérente du SICFI, donc c'est par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure. Donc voilà, je voulais appuyer ce que vient de dire Jacques. Et c'est vrai que cette histoire de formateurs qui ont vu leurs revenus baisser, c'est vraiment une partie des adhérents du SICFI, des consultants formateurs indépendants, parce que je pense qu'ici, on est plusieurs à ne pas être dans cette catégorie, donc il ne faut pas les réduire. Non, mais c'est vrai quand même qu'il s'est passé des choses en mars-avril, non ?
pour une partie. Ce que dit Jacques, ça s'est coupé en deux, quoi. Il y a deux tendances, quoi. Bien. Donc, on va continuer avec la question suivante, ou pas? Comme vous voulez. Est-ce que vous voulez qu'on regarde celle-ci? C'était sur donc la valeur ajoutée. Ah bah, on y a répondu peut-être. Alors, on va peut-être passer sur la question d'après. Sentez-vous menacé dans votre travail par la concurrence du numérique? Oh ben voilà, on est très confiant. On n'a pas peur. Même pas peur. 13%, c'est pas beaucoup, non? C'est beaucoup, Jean? Tu veux réagir? Jean veut le micro. Jacques? Qui a dit oui? Non, moi j'ai dit oui. Genre, une fois de plus, je trouve que la question est mal posée. Je suis désolée. Ah oui, non, mais j'assume les questions, même si c'est pas moi qui les ai posées. Moi j'ai dit oui, plus par rapport au fait, parce que je suis dans le numérique, donc je suis pas du tout menacée. Si, je peux penser que je vais être menacée par des boîtes qui viennent de l'informatique, donc qui viennent qui viennent attraper le marché de la formation. Là, il y a quelque chose à se faire. Et donc là, oui, je dirais que je me sens menacée par ces boîtes-là. Qui voudrait réagir là-dessus? Jean voulait réagir, oui. Alors, je ne sais pas si Jean a dit oui ou non. Il a dit oui. Alors, j'ai dit non, je ne me sens pas menacé, mais je suis quand même surpris par le 13%, mais maintenant je comprends mieux, effectivement, grâce à Anne, ma collègue de LearningSphere, parce qu'en fait, le numérique n'est pas une concurrence, le numérique est une ouverture, un enrichissement qui va nous permettre de faire évoluer nos pratiques. Et donc, nous, au sein du FFOD, on est bien placés depuis 20 ans pour voir que nos métiers s'enrichissent, ils se complexifient, mais en aucun cas, il y a une menace, me semble-t-il. Alors moi, j'aurais voté 10 fois, je ne me suis pas branché, mais j'aurais voté 10 fois pour opportunité si la question avait été posée ainsi. Je suis d'accord avec toi, Jean. Oui, moi je voudrais rajouter quelque chose. Vous êtes Anne, je crois, suite à ce que dit Anne, parce que un des éléments qu'on peut craindre, c'est qu'effectivement, et notamment avec la disparition du 09, qui ouvre tout un marché libre en quelque sorte à des gens qui jusqu'à présent avaient peur d'entrer dans la formation à cause de toutes ces règles compliquées d'imputabilité, etc. Et c'était en fait des règles très protectionnistes. Depuis des années, dans le monde de la formation, on se faisait peur en disant les Anglais, les Américains, tout ça vont débarquer. En fait, ceux qui ont débarqué sont repartis aussitôt en voyant notre code du travail. Et là, l'ouverture du 09 fait que, y compris des gens qui sont actuellement nos fournisseurs, et notamment nos fournisseurs de technologie, vont se dire, dans le fond, la formation... ça fait longtemps qu'ils nous font du pipeau avec leur formation, on sait faire aussi bien qu'eux. Et on va avoir une nouvelle concurrence de gens qui sont actuellement plutôt nos fournisseurs. Ouais, non, mais je rejoins Jacques, complètement ce que vous disiez. Je vais la donner. Pour moi, s'il y a un acteur ou un opérateur qui est très dangereux, qui pourrait être dangereux pour nous, et encore une fois, moi j'aurais voté opportunité, pas danger, c'est pour moi les gros portails de formation qui arrivent, tel Skillsoft, tel Starterline, tel Open Classroom pour un français, c'est le seul français qu'on ait, je pense, de grosse taille. Peut-être que Cross Knowledge va passer à ça aussi bientôt. C'est quoi ces portails de formation? Ce sont donc les plateformes des années 2015-2020. Vous avez un ensemble de ressources. Quand vous allez sur Skillsoft, par exemple, vous avez autant de livres, de fiches pédagogiques que vous n'avez de e-learning. Vous pouvez avoir un accompagnement par chat en direct. Vous pouvez avoir un professeur à distance avec des classes virtuelles que vous achetez comme ça. Et puis, vous pouvez passer des diplômes, des titres. Alors, pour l'instant, l'offre, elle est en anglais. Elle est en IT, beaucoup, en informatique. Ils ont aussi de l'offre en management, mais là, vous n'avez pas de titre, je ne crois pas. Mais je veux dire, demain, ces plateformes, ils veulent, par abonnement, vous prendre le marché. Et nous, formateurs sur ces plateformes, on ne serait plus que le gars qui est derrière le chat, quelque part. Et c'est là qu'il y aurait danger. Voilà. Moi, s'il y a un opérateur qui me fait peur aujourd'hui, c'est ces grosses plateformes. Sinon, pour le reste, je pense qu'on peut être confiant. Allez, Anne, t'as pas beaucoup. Ceci dit, on peut les faire nous-mêmes, les plateformes.
Oui, Anne Ambrosini. Chez mes clients, c'est vrai que ces outils, ces plateformes donnent accès à des ressources. Et je crois qu'elles sont très, très profondes encore dans des couches un peu sous terre. Et c'est les responsables formation qui doivent éventuellement s'emparer de ces belles ressources pour animer quelque chose et les rendre accessibles et les rendre visibles. Et le formateur, là, a une valeur où les experts en interne, ou les RF, ou les ingénieurs pédagogiques, qui on veut, pour s'appuyer sur ces ressources. Mais aujourd'hui, chez mes clients, il y a des tonnes de choses, elles ne sont pas utilisées. Donc, moi, je pense qu'il n'y a pas du tout de menace aujourd'hui. Peut-être après-demain, mais aujourd'hui, je ne me sens pas menacée par Skillsoft parce qu'ils font appel à moi et ils veulent des choses, en fait. Donc, et ils ne savent même pas l'existence de ça, la plupart du temps. Mais par contre, ça existe. Et je crois que c'est à nous d'accompagner dans la transformation que les entreprises attendent, l'utilisation de cela. Moi, si je devais avoir peur, encore une fois, je n'ai pas peur. Je suis d'accord avec vous là-dessus, sauf que ça, c'est des entreprises. Mais aujourd'hui, les jeunes, les salariés qui ne sont, pas les salariés, ou les salariés de TPE, ou les indépendants, ils peuvent aller se former là-dessus. Et aujourd'hui, vous avez des modèles économiques de type Netflix là-dessus. C'est-à-dire que vous vous abonnez sur Open Classroom, allez voir, vous connectez. Ah non, là vous n'êtes pas connecté. Vous allez sur Open Classroom, vous pouvez avoir, je ne sais plus, il y a plusieurs formules, 29 € par mois, 39 par mois. Donc, Open Classroom est là cet après-midi. Ben voilà. Alors vous allez faire peur à tout le monde, mais moi, je ne sais pas. Moi j'aime beaucoup quelque part ce que vous faites. La bagarre, c'est dans l'atelier cet après-midi. La bagarre, c'est dans l'atelier, c'est super. Voilà, j'y serai aussi cet après-midi. Voilà. Donc. Je pense que s'il y a danger... On a juste demandé à Open Classroom d'être là pour deux choses, parce qu'ils sont au RNCP, cette démarche-là nous paraissait très très intéressante, et ils sont en train de collaborer avec Simplon, donc ça fait le lien avec ce qu'on avait fait hier après-midi. Donc, tu veux la question de... Ouais, vas-y. Non, ce que je voulais dire, c'est qu'il ne faut pas se tromper de cible, en fait. Le numérique, ce n'est qu'un outil. On peut s'en servir pour améliorer la qualité des formations, ou alors on peut s'en servir comme d'un outil de massification et pour faire des formations low cost. Et ce qui est en cause, c'est pas le numérique, c'est le modèle économique. Merci. Je pense que beaucoup de monde... dernière réaction, puis après on a une dernière question. Qui reprend un peu ce qu'on est en train de dire, non ? Oui, ce sera un dernier sondage, peut-être très rapide. Oui, je voulais revenir sur ce que disait Jacques Barry et un peu sous forme Yann Dwicker, là, sous forme d'illustration. Parce que je me souviens, il y a quelques années, et quand je dis quelques années, c'est il y a une quinzaine d'années, quand je présentais effectivement l'usage du numérique à des formateurs, j'aimais bien utiliser le diagramme de Porter qui permet de voir quelles sont les forces en présence qui agissent sur un secteur concurrentiel. Et dans les forces en présence, il y a les nouveaux entrants. Et on disait, il va y avoir des nouveaux entrants. Il y a des entreprises extérieures, internationales qui vont arriver. Et toutes ces années, on ne les a pas vues, effectivement, pour les raisons que Jacques évoquait. Et l'exemple que je voulais prendre, c'est, prenez le dernier appel d'offres qu'a lancé la région Champagne-Ardenne sur le programme régional FOAD. On a des organismes régionaux qui ont répondu, il y a des organismes de formation français, donc il s'agissait de fournir des modules de formation en ligne. L'ingénierie, la construction des parcours est en fait par des structures locales, les anciens PAT, qui s'appellent les e-espaces métiers en Champagne-Ardenne. Et il y a dans les, je crois, 16 structures qui ont été retenues, une structure internationale qui a répondu, complètement inconnue de la région Champagne-Ardenne. Oui, le nom m'échappe, je pourrais te le retrouver. Mais comme quoi, Jacques a raison, le marché, potentiellement, est en train de changer par cette dérégulation que l'on constate.